la discussion ou le dialogue, c'est une lutte qui peut se terminer par une lutte même physique. Et je crois que les gens qui se tuent pour leur opinion, parce qu'ils croient, ils s'attachent à leur opinion. Ici, on est dans une sorte d'identification. On s'identifie avec son opinion. Et c'est très faux parce que, regardez, il y a des gens qui étaient communistes, nous sommes même en Égypte, je vous dis des noms, et qui sont maintenant des grands religieux. Et dans les deux cas, ils sont fanatiques, parce qu'ils s'identifient à leur opinion. Quand ils étaient communistes, ils pouvaient lutter pour ça et se tuer. Et quand ils sont devenus fanatiques islamiques, ils font la même chose. Alors c'est l'idée qu'ils ne sont pas là en tant qu'êtres humains, ils sont là en tant qu'opinion, identifiés avec leur opinion, ce qui est faux, puisqu'ils changent d'opinion. On change même de sexe. Un homme peut devenir une femme avec une opération. Alors s'il insiste sur, par exemple, je me demande, un homme qui insiste sur le fait qu'il est supérieur aux femmes, il fait une opération et devient femme. Alors qu'est-ce qu'il va croire maintenant? Qu'il est supérieur aux femmes? Non, il sera il est perdu. devenu femme, n'est-ce pas? Alors il y a des choses ridicules, parce que dû à l'attachement et à l'identification. L'art du dialogue, à mon avis, peut-être la base d'une vie sociale qui nous manque complètement. C'est pour ça que l'Égypte maintenant est devenue un pays où tout le monde se heurte d'une façon maintenant dangereuse et meurtrière, même dans la rue, même dans les familles. Tout d'un coup, on parle de pères qui tuent ses enfants, etc., ou de mères qui luttent son mari. Et on est dans un pays qui va, à mon avis, vers l'inconnu. En tant que professeur, quelle était la différence flagrante entre les étudiants de l'Égypte et les étudiants à l'étranger? D'abord, avant d'être professeur, comme je vous ai dit, j'ai été étudiant. Et les deux au fond, se joignent. J'étais étudiant en Égypte. On était très respectueux des professeurs. Et on croyait ce qu'ils disaient aveuglément. Et parfois, les professeurs abusaient. Par exemple, si on n'écrivait pas à l'examen ce qu'ils disaient, on échouait. Et après, quand je suis devenu professeur, j'ai trouvé que ça, c'était très injuste envers les étudiants, parce qu'on l'empêche de penser. Alors, je parle de mon rôle comme étudiant ici en Égypte et de mon rôle comme professeur. Jusqu'à maintenant, les étudiants, malheureusement, souffrent de ça sans le savoir. Ils sont là pour apprendre et ils ne se donnent pas la peine de réfléchir et de penser à ce qu'ils apprennent. Alors moi, j'insistais toujours à mes étudiants qu'ils doivent réfléchir et examiner chaque mot que je dis, et puis je les encourageais à critiquer. Je leur disais, critiquez-moi, celui qui sait, et j'ai des gens qui ont appliqué ça, et maintenant, je suis très content parce qu'ils ont pu développer leur sens critique. Pas seulement le fait d'apprendre par cœur. Le grand défaut de notre enseignement en Égypte, c'est le fait qu'il ne développe pas la faculté d'analyser et de critiquer, et même de réfléchir. Dès la petite classe, on apprend par cœur. Et même quand nous étions à Paris, il y a des professeurs qui disaient à mes collègues, mais pourquoi vous n'essayez pas de réfléchir au lieu d'apprendre ça par cœur? Ils disaient, parce que nous avons été éduqués à apprendre le Coran par cœur, et comme ça nous apprenons tout par cœur. Alors voilà le danger, apprendre par cœur sans introduire notre liberté de penser. Alors j'ai subi ça quand j'étais étudiant ici en Égypte, et le premier contact quand je suis allé en France, c'était le contraire, c'était de réfléchir librement et de critiquer, et la liberté de penser, pas seulement sur le plan universitaire, même dans la vie. Il n'y a pas de tabou. J'ai vu maintenant, il n'y a pas de tabou
et dans la vie sociale, et il n'y a pas de réserve mentale dans les études, dans les deux. C'est ce que la France m'a appris. Je suis allé en Angleterre comme étudiant, à ce moment-là à Cambridge. Aussi là-bas, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de réserve mentale, mais ils ont plus de discipline. Ils sont très disciplinés. Ce qui, bien sûr, n'est pas dans l'attitude française. La discipline anglaise est intéressante, importante, mais elle diminue un peu la liberté intérieure. On est toujours, on doit toujours aller dans une ligne droite. Mais sans préjugés, il y a des préjugés, mais pas autant que nous, bien sûr. Et là, c'était entre les études anglophones et les études francophones. Est-ce que vous voulez dire que l'étudiant étranger peut mieux assimiler que l'étudiant égyptien? L'étudiant égyptien accepte les yeux fermés. Si vous apprenez ça, si vous appelez ça assimilation, d'accord, mais je crois pour assimiler, il faut être convaincu. Je crois qu'il part que l'étudiant égyptien, et moi j'étais étudiant égyptien, il part du fait que ce que dit le professeur est sacré. Maintenant j'enseigne en Égypte jusqu'à maintenant, et je dis à mes gens, non, ce que je dis est sujet à discussion et à se débattre. Et j'ai prouvé ça. J'ai par exemple des étudiants qui avaient discuté des idées à moi et qui ont ajouté des réserves et je l'ai mis dans mes livres. J'ai dit non, mais il y a des réserves à ça. Et puis ces étudiants sont devenus professeurs après. Mais ils ont pratiqué ça avec moi. Alors l'étudiant égyptien, le fait qu'il n'accepte pas, comme on dit, comme argent comptant, l'empêche de s'assimiler. La preuve, c'est qu'une fois l'examen terminé, ils oublient tout. La plupart. En France, non. En France, on discute et il y a un dialogue. Il y a un dialogue important, mais qui part d'une bonne attitude. Dire, ils ne refusent pas pour refuser. Ils essayent de réfléchir là-dessus et de commenter et de dire. L'étudiant américain va à l'extrême. Il est là pour chercher à refuser. Il est là d'abord, c'est une étude de défi. L'étude est là pour défier le professeur. Et c'est très amusant et intéressant. Parce que je sens qu'il s'agit là d'un dialogue, mais pas, disons, d'une confrontation. Et résultat, et ça m'a beaucoup intéressé, quand j'étais juge international alors, j'avais devant moi des avocats américains, des avocats français, surtout les deux, et il n'y avait pas d'avocats égyptiens. Malheureusement, l'Égypte ne s'intéressait pas aux crimes contre l'humanité à ce moment-là. Et alors, je constatais, le français était assez mesuré. Il présentait ses arguments de façon convaincante, mais sans défi. L'Américain était toujours là comme contestateur. Et l'esprit de défi chez lui était plus fort. C'était très amusant. Alors, ça m'a rappelé mes étudiants américains avec qui j'étais tout le monde sur mes gardes, parce qu'ils étaient là pour me piéger. Docteur Fouad Riad, vous étiez juge au tribunal pénal international. Parlez-nous de cette expérience. J'ai passé 7 ans comme juge au tribunal pénal international. J'ai été nommé par le Conseil de sécurité et c'est un grand honneur parce que je représentais le monde arabe et à ce moment-là même c'était le monde islamique. Il y avait un représentant de chaque continent. Nous étions à ce moment-là 11 juges. Et je crois que
si on regarde maintenant rétrospectivement, le véritable accomplissement dont je peux parler, c'est un jugement principal qui était le premier à être rendu depuis la guerre mondiale. Vous savez que après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, on a jugé les criminels de guerre allemands. Et on a à ce moment-là créé un nouveau crime qui s'appelle le génocide. Les Allemands ont été poursuivis de crimes de génocide des Juifs. Et puis, les Nations Unies ont créé ou ont conclu une convention très importante sur le génocide qui n'a jamais été appliquée pendant presque 50 ans, ou même 50 ans. Et j'étais le premier à appliquer cette convention de génocide dans mon jugement. Et c'était le génocide contre des musulmans de Bosnie. Il y avait là-bas une grande invasion des villages islamiques de Bosnie, dans un village qui s'appelle Srebrenica. C'était une ville. Et la Serbie voulait absolument attacher cette ville-là à la partie serbe de la Bosnie et de chasser tous les Bosniaques de cette ville. Comme un peu Israël faisait. Au fond, quand j'étais juge là-bas, je regardais ce qui se passait en Palestine et c'était identique. Alors je vous parle je vous parle spécialement de ce jugement parce qu'il peut s'appliquer en Palestine. La même chose exactement. Parce que si on voit maintenant les vidéos des crimes qui ont été commis, je les ai mis l'un à côté de l'autre, vous ne pouvez pas dire ce qui a été commis en Palestine, en territoire occupé, de ce qui a été commis à Srebrenica en Bosnie. Alors, les Serbes sont entrés et d'abord, ils ont demandé aux gens, ils ont commencé à tuer les gens dans les rues, comme Israël a fait il y a 60 ans, avec des Yassine, etc., pour effrayer les gens pour qu'ils partent. Et effectivement, les Arabes sont partis de Yassine à ce moment-là, mais à Srebrenica, ils ne sont pas partis. Ils ont commencé à lutter. Alors, tout de suite, les Serbes commençaient à tuer sans discrimination du tout, femmes, enfants, vieillards. Et il a pris tous les hommes sous 70 ans, et à partir de 15 ans, et ils les ont massacrés. Il y en a qui ont fui dans les forêts, ils ont brûlé les forêts.